Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Et nous reviendrons ce soir sur cette nouvelle secousse sur les marchés financiers aujourd'hui. Près de moins 5% à Paris, baisse également à Londres, Francfort, Milan, Madrid et New York. Une secousse qui démontre que la crise grecque et les risques de contagion sont toujours en cette fin de semaine source d'inquiétude. Alors les politiques vont-ils reprendre la main? La France en a en tout cas annoncé le gel de ses dépenses publiques. Doit-on alors parler de rigueur? Barack Obama lui réclame une réponse forte de la zone euro. Dès lors ce soir, les chefs d'État européens vont-ils rassurer les places financières? Ils sont en tout cas réunis à Bruxelles. Nous irons sur place dans un instant. Autre interrogation du jour, qui pour occuper le 10 Downing Street? Les Britanniques ont voté, mais ils n'ont toujours pas de nouveau Premier ministre. Les conservateurs de David Cameron sont arrivés en tête du scrutin, mais ne tiennent pas la majorité absolue. Des négociations sont en cours et c'est Nick Clegg, le troisième homme, qui détient peut-être la clé du scrutin. On peut bel et bien parler de réveil du volcan islandais. Il gronde à nouveau. Une phase explosive aux conséquences incertaines. Alors va-t-on revivre l'épisode de blocage de l'espace aérien? Élément de réponse ce soir. En France, en Vendée, l'État fait ses premières propositions de prix pour les maisons situées dans les zones noires après le passage de la tempête Xynthia. Certains sont satisfaits, vous le verrez, d'autres évoquent toujours des recours possibles. Enfin, peut-on parier sur un échec pour s'assurer un coût marketing? Une enseigne d'électroménager, vous le verrez, s'engage ainsi à rembourser les achats de téléviseurs en cas de victoire de l'équipe de France de football en Coupe du Monde. Un étonnant, un surprenant pari. On verra tout cela tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous et on commence donc ce soir par cette nouvelle chute des marchés financiers et c'est la bourse de Paris qui a été la plus touchée aujourd'hui. Nouvelle baisse de 4,6%, soit 11% depuis le début de la semaine. C'est une nouvelle fois le signe d'une crise réelle de confiance avant de prendre la direction de Bruxelles où le sommet européen s'est ouvert. D'abord, le point ce soir sur les marchés financiers avec Julien Dupéret et Alain Locassio. De l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique, un seul sens, la descente. Tu vends 8000 lundi. Les ordres fusent. Dans cette salle de marché parisienne, la fin d'une dure journée. Quand on voit des journées pareilles, on peut être inquiet quand même. Voilà. Et ici, l'inquiétude, cela veut dire fébrilité et nervosité. Il y a une défiance énorme aujourd'hui sur l'Europe, il y a une défiance énorme sur les dettes des pays souverains et donc c'est une problématique de perte de confiance généralisée sur les marchés européens aujourd'hui. Ce soir, les places européennes clôturent toutes dans le rouge, moins 4,6% à Paris, baisse de 3,27 pour Francfort, Londres perd plus de 2 points, Madrid moins 3,28%. Dans l'après-midi, New York était aussi en berne, moins 2%. Wall Street, à peine remise de sa séance catastrophique de la veille, perdant jusqu'à 9% à cause d'une probable erreur informatique ou d'un trader. Partout, les investisseurs ne savent plus vraiment à qui se fier, et l'histoire l'a déjà montré, tant que la bourse doute, la bourse chute. Et direction maintenant Bruxelles où se tient dans ce contexte de tension économique le sommet européen. Un sommet qui devrait entériner le plan à destination de la Grèce, mais qui doit également désormais, comme l'a souhaité aujourd'hui Barack Obama, apporter des réponses fortes à la crise. Avec nous François Baudonnet. Bonsoir François. Alors où en est-on ce soir et quelles sont les réponses envisagées ? Eh bien, il règne ici, je dirais, un sentiment de très grande urgence. D'ailleurs, l'ouragan financier a contraint les chefs d'État de la zone euro à bouleverser le programme de ce sommet extraordinaire. Ils sont arrivés plus tôt que prévu, en milieu d'après-midi. C'est le cas, par exemple, de Nicolas Sarkozy ou de Silvio Berlusconi. Ils ont tout de suite entamé des discussions en tête-à-tête. Alors, l'enjeu est simple. Les chefs d'État de la zone euro doivent, premièrement, arrêter de faire des déclarations incantatoires qui ne servent à rien, sauf à inquiéter encore un peu plus les marchés financiers. Deuxièmement, ils doivent annoncer que l'Europe va se serrer la ceinture pour réduire très rapidement ses déficits. Il va donc falloir que tout le monde fasse des économies. Et puis enfin, comme jusqu'à présent l'euro était un peu comme un navire sans capitaine, ils doivent annoncer qu'il sera réformé. Bref, un chantier titanesque mais indispensable, sans quoi l'avenir de la monnaie européenne risque bien d'être derrière elle.
Merci François. On a donc beaucoup parlé d'effets dominos depuis plusieurs jours. La situation grecque est certes particulière, mais le Portugal, l'Espagne sont également sous surveillance. Et la France, par la voix de François Fillon, a souhaité anticiper en annonçant un gel des dépenses publiques, et cela jusqu'en 2013. Le Premier ministre qui refuse le mot de rigueur, même si tout cela y ressemble fortement, selon certains. Alix Bouillaguet et Mathias Barois. Ce matin, François Fillon a-t-il osé prononcer le mot rigueur pour décrire à son homologue portugais les mesures prises hier par la France pour réduire le déficit? À la tribune, en tout cas, de rigueur, il n'est pas question. La rigueur, c'est quand on réduit les dépenses et qu'on augmente les impôts. Alors de la même façon que pendant 2 ans, vous avez, c'est un vous collectif, évoqué une récession qui n'existait pas, ne refaites pas la même erreur en parlant d'un plan de rigueur qui n'existe pas. Rigueur, le mot est tabou en France depuis 1983. À cette époque, on le revendique même. Voilà la différence entre la rigueur de gauche et l'austérité de la droite. Après l'échec du programme commun, François Mitterrand change radicalement de politique économique. C'est le fameux tournant de la rigueur. Pour beaucoup, un traumatisme. L'expression devient le symbole du renoncement et surtout des promesses non tenues. Et pourtant aujourd'hui, pour l'opposition, la rigueur, il en est bel et bien question. Mais c'est prendre les gens pour des imbéciles. Je veux dire que la politique aujourd'hui, s'il y avait un petit changement, c'est qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Oui, il s'agit d'un plan de rigueur, nous l'avions d'ailleurs annoncé avant les élections régionales, et les premières victimes de ce plan de rigueur, ce seront les politiques d'éducation, l'école, la santé, l'ensemble des services publics, la police de proximité. François Fillon préfère évoquer, lui, une gestion saine de l'économie, la rigueur, voire l'austérité de toute évidence, des termes réservés à la situation en Grèce. Alors, crise, rigueur, dette publique, des mots auxquels il faut donner un peu plus de sens dans le contexte actuel. Avec nous ce soir, pour les 3 questions A, Philippe de Sertine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie, directeur de l'Institut de haute finance. D'abord, c'est la question que beaucoup de monde se pose depuis plusieurs jours et même plusieurs mois. Qui a la main pour stopper ces crises à répétition ? Je crois que la réponse est très simple. Qui a la main? Eh bien, tout simplement nous, population d'Occident. Nous sommes les populations qui ont endetté massivement l'économie mondiale, et quand on dit endetté, surendetté l'économie mondiale, ceux qui ont la main, ce sont ceux qui aujourd'hui vont pouvoir désendetter l'économie mondiale. Désendetter l'économie mondiale, effectivement, ça passe nécessairement par un effort extrêmement fort de toutes les populations, en particulier européennes. Nous avons l'exemple de la Grèce. La Grèce nous a montré que nous partons de la théorie et que nous arrivons aujourd'hui dans la pratique. Mais Philippe de Sertine, on avait fini par croire que l'on avait du temps face à la dette qui s'accumulait, même si François Fillon, il y a bien longtemps déjà, nous avait dit que la France était en faillite. Aujourd'hui, on a l'impression que le mur de la dette, il est là, et que le temps de la rigueur, finalement, il est arrivé. Je crois que votre expression convient. Le mur de la dette, nous le voyons depuis très longtemps, et nous le voyons en particulier depuis les 3 ans, bientôt 3 ans qu'a commencé cette crise dramatique, qui aujourd'hui est en train de muter effectivement comme crise des États, comme crise des dettes souveraines. Ce mur de la dette, cette dette excessive, il va falloir vraiment le regarder en face. Il va falloir arrêter de croire qu'une croissance hypothétique ou une relance hypothétique nous permettrait de l'éviter. Il va réellement falloir s'y attaquer. S'y attaquer, ça veut dire tout simplement réduire la dette. Réduire la dette, ce sont des efforts comparables à ceux que nous demandons aujourd'hui à la Grèce, et qui évidemment seront ceux que devront accomplir aussi tous les peuples occidentaux. On peut parler de l'Europe, il faudra parler des États-Unis demain. Merci beaucoup Philippe de Sertine. Revenons maintenant aux sources de la tension actuelle en prenant la direction d'Athènes, la Grèce qui va devoir se soumettre à une thérapie de choc. Ici, la rigueur est assumée par le pouvoir, même si elle est mal vécue par la population. On l'a vu encore ces dernières heures avec des affrontements cette nuit dans la capitale. C'est finalement donc une révolution économique et culturelle que va devoir vivre le pays. Sophie Brune, Annie Triboire. Au pied de l'acropole, comme à n'importe quel coin de rue d'Athènes, des peliteras. Dans ces kiosques, on peut acheter des cigarettes, des magazines ou des confiseries. En liquide bien sûr, il n'y a pas de caisse enregistreuse. Dès qu'on nous dit de mettre une caisse enregistreuse, on la mettra. On n'a rien à cacher. Ça peut paraître anecdotique, c'est surtout symptomatique de l'économie grecque. Beaucoup de transactions se font en liquide. Le gouvernement veut donc obliger les commerçants à délivrer des factures. Pour cela, il incite les consommateurs à les réclamer.
Dans ce supermarché, c'est la chasse aux reçus. Seuls les contribuables qui prouvent leurs dépenses, facture à l'appui, auront droit à des baisses d'impôts. À cause des nouvelles mesures, nous gardons les reçus pour la déclaration d'impôts. Ça peut être efficace parce que certains commerçants n'ont pas l'habitude de faire des factures. Parfois, les commerçants veulent déclarer moins. Ils disent, au lieu de 30 €, je te fais un reçu de 10. Il n'y a pas que les commerçants qui minimisent leurs revenus. Dans ce quartier très chic, beaucoup de médecins et d'avocats pratiquent des tarifs très élevés. Le fisc a mené un contrôle cette année et surprise, il a trouvé une trentaine de médecins qui déclarent aux impôts 2 000 € seulement de revenus mensuels. Cette psychologue, elle, affirme déclarer tous ses revenus. Dans son carnet, des reçus pour les patients et pour le fisc. La fraude s'explique selon elle par les carences de l'État. Plus l'État est défaillant, plus les gens ont besoin de ne pas tout déclarer pour avoir un surplus d'argent. Je pense que c'est assez fréquent. Traquer l'économie grise, c'est la responsabilité de cet inspecteur, un enjeu vital pour les finances grecques. L'État perdrait chaque année 20 milliards d'euros à cause de la fraude fiscale. Si on calcule ça sur 15 ans, ça fait 300 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de notre dette. Le gouvernement a fait de la lutte contre la fraude une de ses priorités, mais il lui faudra du temps pour changer des pratiques anciennes. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la crise économique. Côté britannique maintenant, doit-on parler de crise politique? En tout cas, le pays a voté, accordant aux conservateurs à David Cameron la majorité avec 306 députés. Mais cette majorité, eh bien, elle n'est pas absolue. Et c'est pourquoi, pour le moment, Gordon Brown occupe toujours le 10 Downing Street. Les deux leaders qui n'ont Dieu que pour un homme, Nick Clegg, le chef de file des libéraux démocrates, dont les listes sont arrivées 3e hier, et qui est devenu, en quelque sorte, le faiseur de roi de la politique du pays. Jacques Cardoz et Stéphane Guillemot. C'est l'histoire d'une adresse qu'ils convoitent tous, le 10 Downing Street, résidence des premiers ministres. Une adresse que son locataire actuel, Gordon Brown, bien que deuxième de l'élection, n'a pas l'intention d'abandonner. Oui, mais voilà, voici le vainqueur de l'élection, David Cameron, et lui non plus n'a pas l'intention de laisser passer sa chance. Pour Cameron et Brown, c'est donc la grande journée des tractations. Grosses voitures, conférences de presse, bousculades, il va falloir se montrer convaincant pour attirer le troisième homme, Nick Clegg, le faiseur de roi, celui sans qui le 10 Downing Street ne sera qu'un lointain souvenir. Celui que les chaînes de télévision suivent par hélicoptère et qui va finir par dévoiler ses intentions. Je pense que c'est maintenant aux conservateurs de prouver qu'ils sont capables de tenter de gouverner dans l'intérêt national. Clegg, d'accord pour faire alliance avec Cameron, pas si simple. Il pourrait aussi s'allier à Brown. Les deux prétendants lui ont fait une offre. Je veux faire une offre globale, ouverte et totale à M. Clegg. Clairement, si la discussion entre messieurs Cameron et Clegg ne donne rien, alors je pourrais entamer moi-même des discussions avec M. Clegg. Voilà pourquoi Westminster se trouve bloqué malgré une nouvelle majorité de 306 députés de droite contre 258 pour la gauche. Des élections qui ont aussi montré leurs limites en matière d'organisation. La police a dû refuser l'accès au bureau de vote dans 17 circonscriptions afin de respecter l'heure de fermeture. La commission électorale ouvre une enquête, mais cela ne devrait pas avoir de conséquences sur les résultats. Et on retrouve à Londres notre correspondant Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques. C'est une situation politique plutôt inédite, presque à l'italienne que vivent les Britanniques. Et les discussions ont commencé avec un rapprochement entre David Cameron et Nick Clegg. Absolument, les discussions ont commencé entre ces deux hommes. Ces deux hommes se sont même parlé aujourd'hui par téléphone et ils se sont mis d'accord sur un point. Ils vont commencer les discussions dès ce soir par l'intermédiaire de conseillers des deux côtés. Alors il faut dire qu'il y a des points qui les rapprochent, il y a aussi des points qui les éloignent. Qu'est-ce qui les rapproche? L'économie, ce n'est déjà pas si mal par les temps qui courent. Le libéral-démocrate Nick Clegg avait déjà fait savoir lors de la campagne électorale qu'il voterait le budget de David Cameron sans problème. C'est donc un bon point. En revanche, il y a des points qui les séparent, comme la défense, l'immigration ou encore l'Union européenne. Il y a d'un côté un eurosceptique et de l'autre côté un Européen convaincu. Il va falloir donc du temps pour que les deux parties se rapprochent. Selon tous les observateurs ici, ces discussions devraient durer au moins le week-end pour une issue favorable ou pas attendue avant lundi ou mardi prochain.
Merci beaucoup Jacques Cardoz à Londres. En France maintenant, en Vendée, l'État a depuis quelques heures proposé ses premières estimations de prix aux propriétaires de maisons placées en zone noire, et cela après le passage de la tempête Xynthia. Il y aura bien sûr des recours pour certains qui ont manifesté d'ailleurs aujourd'hui encore à La Roche-sur-Yon. Mais pour d'autres, les premières propositions correspondent à leurs yeux, vous allez le voir, au juste prix. Anne-Guy Épée et Alain Darigrand. Une poignée de main pour un marché conclu sur le champ. Ils ont accepté la proposition qui leur a été formulée. Pas tout de suite. On va pas chercher midi à 14 heures, c'est pas la peine de réfléchir 15 jours ou 3 mois. Ces propriétaires viennent d'accepter l'offre de l'État pour le rachat de leur maison neuve. Le montant confidentiel, le prix de sa construction avec un petit bonus, de quoi s'installer ailleurs. Puis franchement, revenir là avec ce qui s'est passé, on a moins envie qu'au départ. On a de quoi en racheter une, mais un peu plus loin de la mer. Même soulagement pour Yolande et Michel Dedieu. La proposition de l'État dépasse leurs espérances. Je m'y attendais un petit peu, mais même je faisais un peu moins. Voyez. Alors donc j'ai plus que ce que je comptais et je suis totalement satisfait. Ça va couvrir un achat d'une autre maison. Vous êtes soulagé? Soulagé, oui. Une maison de 170 mètres carrés, évaluée au prix du marché avant la tempête, plus 10% pour les frais de notaire et de déménagement. Car ces retraités sont bien décidés à quitter la zone noire, désormais sans vie. C'est pour ça que j'ai fait construire ici, pour justement ne pas vivre en retrait, pour vivre avec le présent, voir des gens, la vie. Mais là, il n'y a plus de vie, c'est fini. Puis, ça sera toujours fini. En Vendée, plus de 900 propriétaires sinistrés ont demandé l'évaluation de leurs biens. Les premiers chèques devraient arriver avant la fin de l'été. En bref, cet incendie est dramatique maintenant à Noisy-le-Grand cet après-midi. C'est un immeuble de 4 étages qui était là en proie aux flammes. 2 enfants de 5 et 7 ans sont morts asphyxiés. Et cela malgré l'intervention des pompiers. Une enquête a été ouverte. La cause serait accidentelle. Dans l'actualité également, cette profanation de 7 stèles de soldats musulmans de la Grande Guerre à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Le ministre de la Défense a fait part de sa profonde indignation. Ses pensées, je cite, allant à tous ceux qui croient au ciel ou qui n'y croient pas, qu'ils soient français par le sang reçu ou par le sang versé. Fin de citation. Il est toujours là et il est à nouveau en colère. Le volcan islandais, qui a été source de tant de retard et de contraintes pour l'espace aérien, est entré, selon les spécialistes, dans une nouvelle phase explosive. Résultat, le nuage de cendres a repris de la vigueur et de l'altitude. Reste maintenant à savoir si ce réveil n'est que momentané. José Blanc-Lapierre et Vivien Roussel. Une énorme secousse en profondeur et voilà filmé aujourd'hui le volcan islandais à nouveau réveillé. Un panache de cendres de 7 km de hauteur qui, d'après les scientifiques, aurait la même intensité qu'il y a 3 semaines et présenterait donc le même danger pour la navigation aérienne. Avec cette nouvelle éruption, il va y avoir des retards sur les vols transatlantiques car ils doivent être déroutés par le sud de l'Espagne et du Portugal avant de rejoindre l'océan. En effet, on voit sur cette image satellite le nuage de cendres en orange se diriger vers l'Atlantique. Et voici sa position prévue demain à 8 heures. L'Espagne et le Portugal pourraient avoir à modifier les itinéraires de leurs avions. La France ne serait pas concernée pour l'instant. On est un peu inquiet pour, je dirais, fin de week-end, début de semaine, parce qu'a priori, les vents de sud-ouest vont très certainement ramener des cendres vers le territoire français, mais on ne sait pas en quelle quantité. Néanmoins, cette fois-ci, les conditions météo pourraient être plus favorables, avec de la pluie et des vents forts capables de disperser les cendres plus rapidement que lors de la première éruption. Aujourd'hui, l'Irlande et les îles Féroé ont dû fermer certains de leurs aéroports pendant quelques heures. Au large de la Louisiane, c'est une sorte de sarcophage géant destiné à colmater la fuite à l'origine de la marée noire qui est en cours d'installation, et cela depuis plusieurs heures maintenant. Une opération délicate et risquée pour la compagnie pétrolière BP. Sur les côtes, en tout cas, la population, elle se prépare à l'arrivée des nappes de pétrole. Maryse Burgot, Aaron Diamond. Sur les plages de l'Alabama, pas de traces de pétrole, mais des centaines de volontaires sont mobilisés. La nappe n'a touché pour l'instant que des îles sauvages au large. L'attente est l'occasion de nettoyer le littoral.
En ce début de week-end, les habitués sont de retour sur ces magnifiques plages de sable blanc. Et tant que le pétrole est loin, les mots ne sont pas trop violents. Personne n'a provoqué volontairement cette catastrophe. Maintenant, il faut arrêter d'accuser. Il faut juste qu'on fasse tout pour que ça ne recommence pas et pour trouver les moyens de nettoyer. Sur cette côte, les experts ont décidé de construire une muraille de sable. Cela ne protégera pas la plage, mais lors des fortes marées, cela empêchera le pétrole de s'infiltrer en profondeur dans les terres. Avec cette histoire, l'essence va augmenter, et c'est donc nous qui allons payer tout ça. Plus loin, des biologistes s'apprêtent à autopsier cette tortue. Ces derniers jours, plusieurs d'entre elles sont venues mourir sur ces plages. C'est totalement inhabituel. Il n'y a aucun signe de blessure externe, mais c'est une tortue âgée. Elle est peut-être tout simplement malade et morte naturellement. Seule l'autopsie permettra de savoir si cette tortue a ingéré du pétrole ou si elle a mangé du poisson contaminé par la nappe. L'Amérique est maintenant suspendue à un seul espoir, que l'immense couvercle fabriqué par BP suffise à colmater la fuite, à arrêter cette hémorragie de pétrole qui dure depuis maintenant 17 jours. Il est 20h19, à suivre dans un instant le témoignage d'une femme qui nous racontera comment elle a vécu sous la pression de son mari. Celui-ci l'a forcée à porter un voile intégral, violence, silence. Elle dit aujourd'hui être sortie de l'enfer. Nous verrons comment une ancienne d'électroménager a fait le pari de l'échec de l'équipe de France en Coupe du Monde. Un pari étonnant car si les Bleus remportent le trophée, elle devra payer. Enfin, en sport, le retour d'un boxeur pas comme les autres. À 38 ans, Jean-Marc Mormec rêve d'un titre de champion du monde des lourds. Alors, utopie ou pas, on en parle dans quelques minutes. Mais avant cela, le bilan des États généraux de la femme. Plusieurs forums ont été organisés ces derniers mois, 40 ans après un premier rendez-vous organisé par le magazine Elle. Alors, que faut-il retenir aujourd'hui de ces discussions? Quelles sont les propositions? Eh bien, Valérie Gagé, Laetitia Legendre et Arnaud Wust étaient sur place. On regarde leur reportage. À chaque fois que vous avez un chapitre sur le cerveau, c'est des têtes de petits garçons. C'est jamais une tête de petite fille. J'ai eu un mari, il ne savait rien faire quand je l'ai eu. Rien. Moi, ma mère avait des couches lavables. Je veux dire, on va pas revenir non plus au temps des cavernes. Il faudrait trouver autre chose que... Et le prince charmant arrive sur son beau cheval blanc et emmène la princesse. Plus d'1 millier de femmes de tous âges, de toutes origines, se sont réunies ces derniers mois à travers la France. Ensemble, elles ont paisiblement dressé l'état des lieux de la condition féminine en 2010. L'ambiance était bien différente il y a 40 ans, lors des premiers états généraux de la femme. L'heure était alors aux revendications, les droits des femmes encore bien minces. Quand on parle de la liberté des femmes de rester au foyer ou d'aller travailler, c'est une belle liberté en effet. C'est pas une liberté du tout, vous avez la liberté de dépendre de votre mari. En 40 ans, les femmes ont conquis leur indépendance et le marché du travail. Mais les obstacles persistent, les superwomen de 2010 vivent sous pression. J'ai 2 enfants, de jeunes enfants, et j'essaye, comme toutes les femmes, de courir toute la journée pour essayer de concilier les deux. Je peux être maman à 40 ans, au moment où j'avais une équipe justement qui pouvait me décharger, qui pouvait prendre mon relais quelque part. Simone Veil, qui présidait ces états généraux, a remis au Premier ministre 26 propositions concrètes. Parmi elles, la création de 500 000 places de crèches supplémentaires, l'attribution d'allocations familiales dès le premier enfant et des quotas de 50% de femmes dans les conseils d'administration. Et puis elles ont envie aussi que ça bouge en politique. Voilà. Dans la société, il n'y a pas assez de femmes en politique. Elles trouvent que la société politique est totalement misogyne, elles n'ont pas tort. À ce propos, François Fillon s'est dit favorable à un renforcement très dur des pénalités pour les partis politiques qui ne respecteraient pas la parité. La femme qui est au cœur du projet de loi sur l'interdiction du voile intégral, celui-ci finalement ne sera pas voté dans l'urgence au Parlement. Décision du Premier ministre qui répond ainsi aux inquiétudes de certains parlementaires. Un témoignage justement ce soir, celui d'une femme qui a porté le voile intégral et qui un jour ne l'a plus supporté. Elle a choisi de se raconter dans un livre, elle revient sur son calvaire. Aujourd'hui encore, elle préfère garder l'anonymat. Voici son histoire, Florence Bouquilla et Mathieu Nivengloski. Zaïna se cache et masque sa voix, mais c'est pour mieux parler. Oui.
pour raconter comment son ex-mari l'a contrainte à l'invisibilité. Sous mon niqab, c'est le livre d'une jeune Française musulmane mariée à un jeune homme français comme elle, musulman comme elle. Lorsque je l'ai rencontré, c'était un homme tout à fait normal. Il était super, quoi. Je suis tombée directement amoureuse de lui, c'était le grand coup de foudre. Il ne m'a jamais parlé de religion à cette époque-là, ni de me voiler, ni qu'il aimerait que je sois voilée. Et quand vous l'avez rencontré, il était pratiquant, lui Non, pas du tout. Mais les mois passent et le jeune homme se transforme. Lui qui ne faisait pas la prière passe des heures à la mosquée et il explique à sa femme qu'une vraie musulmane doit porter le voile. D'abord réticente, Zeyna finit par se soumettre. Alors, pour lui faire plaisir, j'avais porté le bandana, donc tout le monde était content. Bon, j'avais commencé à me cacher les cheveux, mais pas complètement. Et puis il m'a offert un cadeau un jour, et c'était un gilbeb, donc la fameuse robe avec la cape. Et le dernier cadeau, c'était le niqab, donc la panoplie complète. Donc on me voyait plus. Zeyna, bien sûr, a quitté son travail. Elle devient mère au foyer et pendant les siestes du bébé, elle étudie les ouvrages que son mari lui conseille vivement de lire. Le livre qui m'a le plus marqué, en fait, c'était un livre qui s'appelle La voix du musulman. Et dans ce livre, j'étais tout en bas de l'échelle, en fait. J'étais une très mauvaise musulmane, finalement. Donc j'avais de la marche à faire pour arriver en haut. Dès lors, Zeyna ne sort plus sans son mari, sauf lorsqu'elle rend visite à sa famille, une famille qui ne semble pas voir qu'elle souffre. Je me suis jamais réellement plainte à ma famille. Je leur ai jamais dit vraiment qu'on m'imposait, parce que normalement porter le niqab c'est une fierté. Déjà moi-même, lorsqu'on me posait la question est-ce qu'on est bien en dessous, etc., je répondais que oui, qu'on était super bien, qu'on se sentait bien. Et en réalité, dessous, alors comment vous vous sentiez? Perdue. Perdue et soumise à un époux qui s'est mis à la frapper. L'intervention d'une voisine va permettre à Zeyna de s'enfuir. Son enfant sous le bras, elle se réfugie dans une association. Il lui faut alors enlever son voile intégral. Le retirer comme ça d'un seul coup, alors que pendant tant d'années je l'avais porté, je pensais à tout ce qu'on m'avait mis dans la tête, quoi, l'enfer, paradis. Je me dis, punaise, c'est raté, quoi. Selon Zeyna, interdire le voile intégral n'est pas une solution. Bon, moi, ce que je voudrais déjà, ce que je souhaiterais de tout cœur, c'est d'aider ces femmes, de les soutenir, de les réconforter, mais pas de permettre à leur époux de trouver une raison pour les cloîtrer chez elles. Ça, c'est pas juste. Zeyna a de nouveau un travail, elle se dit libre, mais elle a encore peur de son ex-mari. Voilà pour ce témoignage. C'est un coup marketing à vocation commerciale qui fait jaser. Une enseigne d'électroménager vous promet de vous rembourser vos achats de téléviseurs ou d'ordinateurs sur une période déterminée, bien sûr, si la France est championne du monde de football. Alors, que faut-il en penser, philosophiquement parlant, mais aussi économiquement? Est-ce rentable si les Bleus brandissent le prestigieux trophée? Diego Garcia, José Boulestex. En tirant les premiers, ils ont frappé très fort. 2 distributeurs promettent à ceux qui leur achètent une télé ou un ordinateur de rembourser leur achat si la France remporte la Coupe du Monde. Les commerçants se défendent de faire un pari anti-France. On avait envie de faire une publicité différente de ce qui se fait d'habitude, d'être décalé, de mettre l'ambiance et puis de réveiller chaque sélectionneur qui dort dans chaque Français. Cette enseigne espère augmenter ses ventes de 40%. Évidemment, les clients n'ont pas grand-chose à perdre. S'ils gagnent, je ferai d'une pierre deux coups, je serai heureux, je ferai la fête pour la victoire et en plus je me ferai rembourser mon téléviseur, donc oui, ça peut toujours être intéressant. J'ai pas d'espérance pour la France cette année. Et vous achetez quand même une télévision? Il faut. À chaque Coupe du Monde, les vendeurs de téléviseurs y vont de leur coût marketing. En 2006, en Italie, la société qui promettait le remboursement en cas de victoire avait tenu parole sans difficulté, car dans ces cas-là, les distributeurs prennent des assurances. En cas de victoire de l'équipe de France, l'assurance jouera à plein. Et en cas de défaite, le plus tard possible, on le souhaite, il aura réussi son coup, il se sera exposé, il aura fait parler de lui. Aujourd'hui, chez les bookmakers, la cote de la France est de 17 contre 1. Ceux qui parient sur les Bleus en achetant une télé ne sont pas sûrs de se faire rembourser. Et la Coupe du Monde en Afrique du Sud, c'est dans 35 jours exactement. Voici d'ailleurs l'image ce soir de l'arrivée du trophée en terre sud-africaine. La Coupe qui fait tant rêver la planète football
est donc arrivée. Elle va faire le tour du pays sous haute protection jusqu'au début de la compétition, le 11 juin prochain. Des matchs que vous pourrez suivre bien sûr sur France Télévisions. De la boxe maintenant, et la victoire hier soir au point de Jean-Marc Mormec. Le boxeur français a choisi désormais de se lancer un défi dans la catégorie reine des poids lourds. Il lui faudra confirmer avant d'envisager un combat pour le titre mondial à Rontanzit. Un regard de tueur à gages. Pour son premier vrai test chez les lourds, la catégorie reine, Mormec met la halle Carpentier en ébullition. Claude Lelouch, Jean-Paul Belmondo, Charles Gérard, comme à la belle époque, la boxe fait recette. Côté ring, déchu de ses 2 titres mondiaux, le français Mormec est de retour et ça barde. Au point, avec panache, il bat l'américain au kendo. Le public est conquis. Vous entendez acclamer votre nom, donc vous battez un peu pour les autres. Vous dites voilà, ils sont là, ils vous encouragent, il ne faut pas les laisser tomber, alors il faut y aller, puis j'avance. Le gamin de Bobigny n'a jamais cessé d'avancer. Mormec a grandi en Seine-Saint-Denis. Hier, vigile dans un fast-food. Aujourd'hui, boxeur professionnel avec des hauts et des bas. Et à 38 ans, Mormec vit et s'entraîne toujours dans le 93. C'est la banlieue, je crois que c'est dans ces salles qu'on forge un petit peu un caractère et une volonté. Aujourd'hui, le Français rêve de reconquérir une ceinture mondiale et d'accrocher à son tableau de chasse un certain Evander Holyfield, l'Américain légende vivante de la boxe, peut-être en septembre prochain, un immense défi pour un grand bonhomme. Et on revient sur l'information du jour, c'est la chute à nouveau des marchés financiers. Paris à la clôture perd près de 5%, baisse également à Madrid, Milan, Londres, New York. Ce soir à Bruxelles, les dirigeants européens sont réunis afin d'adresser un signal fort dans cette période d'inquiétude. On retrouve sur place François Bedonnet. Alors François, vous avez quelques précisions, les discussions sont toujours en cours actuellement. Absolument, les discussions sont toujours en cours. Les chefs d'État vont d'ailleurs passer à table, parce que vous savez, c'est un sommet qui se tient sous forme d'un dîner. Mais le plat principal de ce repas, ce sera bien sûr la rigueur en Europe. Angela Merkel a d'ailleurs fait des déclarations en ce sens à son arrivée. Et puis on a appris il y a quelques instants que justement Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Jean-Claude Trichet, le président de la Banque Centrale Européenne, s'étaient réunis longuement dans un bureau. Ce qui veut dire que les discussions sont encore en cours. Elles devraient durer toute la soirée, voire une partie de la nuit. Merci François et à demain. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Bon début de week-end à vous. Tout de suite, on fait un point sur la météo avec Laurent Romeshko. 20h35, un téléfilm policier inédit, un flic. 23h, vous aurez le dernier mot avec Fogg, Franz-Olivier Gisbert. Demain pour l'information des 13h et votre magazine à 13h15. Et passez une très belle soirée. À demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.